Oui, alors j'ai eu la chance avec un certain nombre de collègues de fonder SK École de Management en 1992. Dans quelques mois, on va boucler nos 20 ans. Mais c'est dire qu'on peut être une école jeune dans un marché émergent, donc fondamentalement jeune, et pouvoir travailler dans les meilleurs standards internationaux et pouvoir avoir les mêmes ambitions que des institutions dans des pays industrialisés et riches de leur expérience. Notre spécificité, c'est peut-être d'être l'école marocaine la plus internationale, avec un seul campus, parce que quand vous êtes sur un seul campus, c'est que vous devenez rare et vous renforcez votre attractivité, contrairement à certains de nos confrères au Maroc qui sont sur des réseaux d'écoles. Et l'intérêt d'avoir développé une stratégie internationale forte de l'école nous permet en fait euh, de nous frotter aux réalités de l'industrie mondiale de la business education. Parce qu'il faut quand même se dire que l'éducation dans le supérieur est une vraie industrie mondiale. Il y a des méthodes, il y a on enseigne Michael Porter en Inde ou en Australie, et ça montre la globalisation de cette industrie. Donc, d'une certaine manière, en nous frottant à l'international, en regardant ce qui se passe chez les autres, on est obligé de travailler dans les meilleurs standards, dans les meilleures normes qui existent sur le marché international. Mon parcours est assez particulier parce que si je dois parler avec ma casquette d'entrepreneur, on pourrait imaginer que l'entrepreneur et l'homme de l'académique ne vont pas ensemble. Alors que peut-être que je suis le contre-exemple de dire que l'académique et l'entrepreneuriat peuvent fonctionner. D'abord, c'est une affaire de culture d'entrepreneuriat. J'ai toujours pensé très jeune et très tôt que l'entrepreneuriat est une affaire de long terme. On démontre aujourd'hui que les logiques économiques qui consistent à monter des entreprises et à les revendre très vite pour faire du cash, c'est bien pour ceux qui font ces opérations, mais ont une limite parce que les marchés financiers s'essoufflent et on le voit aujourd'hui, l'entreprise et l'entrepreneuriat est d'abord une affaire d'actifs. Et l'actif, c'est ce que vous faites physiquement, mais c'est votre branding et tout le reste qui vient en incorporer, les hommes, les brevets, la foi qu'on met dans l'entreprise. Et tout ça fait partie aussi de l'actif. Et ça, tout ça nécessite du long terme, nécessite qu'on ait une vraie vision et qu'on ait du souffle. Alors, en ce qui me concerne, j'ai envie de dire, par rapport à vous, ma chère Marie, pas grand-chose de très particulier. Un parcours, tout ce qu'il y a de plus typique, prépa, concours, école parisienne, et évidemment, j'ai eu la chance de démarrer ma première expérience dans un groupe qui m'a fait confiance pour créer une entreprise parce que j'avais cette graine d'entrepreneur en moi et j'ai été amené à choisir entre un poste de chef de produit marketing dans une multinationale qui aujourd'hui downsize du monde en France et que j'aurais pu regagner il y a un certain nombre d'années ou aller dans un groupe qui m'offrait la possibilité de partir de zéro et de me dire vous, je vous fais confiance, vous avez l'air pas mal et nous, on a envie de créer une filiale et je crois que vous avez la capacité de le faire. Et j'ai répondu oui, non seulement j'ai la capacité de le faire, mais je vais le faire et on va le réussir. Et ça m'a permis d'être embauché en tant que créateur d'entreprise. Alors, quand vous avez cette chance dans la vie, soit vous réfléchissez, soit vous l'acceptez sur place. Et l'entrepreneur est celui qui saisit l'opportunité, j'ai envie de dire, quasi instinctivement. Mais il n'y a rien de bestial dans la dimension instinctive. La dimension instinctive fait qu'on a le sens de saisir les opportunités. L'opportunité n'est pas une opportunité financière. C'est pas je fais une transaction immédiate sur la bourse parce que je vais acheter revendre demain parce que j'ai une petite info qui va arranger le business. Non, non. La dimension instinctive, c'est le fruit d'une maturité qui fait que j'ai les balises qui me permettent de dire ben, ceci est une opportunité et il faut que j'y aille. Elle correspond à une compatibilité entre ce que je suis, mes propres projets, et ce que je vais pouvoir saisir comme opportunité en face pour que je puisse brancher les deux et construire. J'ai très tôt ensuite, une fois que j'ai mis en place cette entreprise, 2 ans et demi, 3 ans, j'ai très tôt quitté ce groupe pour aller créer ma propre entreprise avec mes propres deniers. Et là, évidemment, c'est une nouvelle étape parce que vous créez avec l'argent des autres, même avec votre sens de l'engagement, c'est une chose. Mais quand vous créez avec votre propre argent, c'est autre chose. Alors, je vais vous faire une confidence. J'ai démarré avec très peu d'argent, c'est dire que l'argent n'est jamais une affaire
nécessaires dans la création d'entreprise. On a besoin d'argent pour créer une entreprise. Mais je n'ai jamais eu le sentiment qu'un bon projet porté par la bonne personne ne trouvait pas d'argent. Parce que la problématique chez les gens qui ont de la finance, c'est de trouver les bonnes personnes. Et la problématique des bonnes personnes, c'est d'avoir les bons projets. Mais si vous avez l'ensemble de la chaîne de valeur, ça se construit naturellement. Souvent, vous avez des gens qui disent « j'ai un très bon projet, mais on ne m'écoute pas ». Ben, on ne vous écoute pas, posez-vous des questions sur vos qualités personnelles et votre capacité à convaincre. Posez-vous des questions sur votre capacité à négocier. Posez-vous votre question sur la manière de voir la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide lorsque vous parlez de votre projet. Les gens ont besoin qu'on leur transmette l'enthousiasme. Alors ne venez pas en commençant par les menaces de votre projet. Commencez par dire qu'est-ce qui vous enthousiasme de réaliser, pourquoi vous y croyez. L'humanité fonctionne avec la foi. Alors partagez votre foi de votre projet, pas autre chose. Donc j'ai commencé avec très peu d'argent. Allez, je vais vous le dire, 5 000 francs à l'époque pour créer une société. Et nous étions deux associés à 2500 francs, c'est-à-dire 400 euros pour démarrer. Et comme je n'avais pas de quoi créer une société avec un capital social de 50 000 francs, qui était le capital social minimum à l'époque, c'était donc bien avant l'euro, ça montre un peu mon âge, mais le capital social à l'époque était à 50 000 francs. Et comme je ne pouvais pas créer une société à 50 000 francs, j'ai logé une petite activité d'édition de presse dedans pour pouvoir faire une société de presse. La loi française à l'époque permettait de créer une société de presse avec 5 000 francs. Donc j'ai pu créer une société, une SARL de presse dans laquelle il y avait une petite activité de presse qui justifiait le statut juridique et le niveau de capital, mais une grosse activité à côté de conseils et de formation qui me permettait de démarrer sans argent et de pouvoir réaliser le projet. Et je suis allé comme ça dans le temps, d'entreprise en entreprise. J'ai créé, au bout de quelques années, j'ai revendu à mes associés qui avaient d'autres projets pour l'entreprise et que nous n'avions plus la même vision. C'est comme un couple. On décide d'avoir un projet commun et on essaie de le construire. Un jour, si on se rend compte que notre projet n'est plus le même, on se sépare. Alors c'est parfois plus douloureux dans le couple, parfois plus douloureux dans l'entreprise. Mais c'est toujours une affaire d'humain. Et ben j'ai revendu de manière naturelle, j'ai envie de dire, pas pour des raisons d'argent. J'ai réalisé un actif, selon l'expression consacrée par les financiers. En fait, j'ai gagné de l'argent en cédant l'entreprise, mais l'enjeu n'était pas de gagner de l'argent ou de céder l'entreprise, l'enjeu était d'avoir un projet qui reliait les hommes. Et j'ai, au fur et à mesure, créé des entreprises dans ce sens. Et depuis une vingtaine d'années, j'ai décidé d'investir au Maroc. Et j'ai décidé d'investir après avoir fait des études dans des champs d'investissement, dans l'industrie, etc. J'ai décidé d'investir dans des secteurs où je pouvais apporter une valeur ajoutée en des univers dans lesquels je crois qu'on peut changer la société. Donc j'ai investi dans plusieurs domaines, d'abord dans l'éducation et l'enseignement, et dans l'éducation et l'enseignement supérieur. Pourquoi ? Parce que quand vous participez à l'éclosion de talents individuels, lorsque vous transmettez vos valeurs, celles qui font que vous croyez qu'on peut construire et bâtir des entreprises dans la longévité, dans la pérennité, d'une certaine manière, vous inculquez aux gens non seulement des méthodes, mais une manière de construire leur propre vision, et ça participe au changement d'une société entière. C'est l'effet papillon. Alors c'est pas, ça a l'air de manquer un peu de modestie, mais je crois que lorsque vous entendez une révolution dans le monde arabe, en Tunisie, à quelques milliers de kilomètres d'ici, ben c'est simplement un bonhomme qui s'est immolé et qui a fait l'effet papillon dans le monde entier. Et si vous voyez des gens sortir en Russie actuellement, c'est qu'ils se disent, mais pourquoi d'autres s'indignent et pas chez nous ? Eh bien, il faut, je crois, on peut, quand on est entrepreneur, on peut manquer de modestie lorsqu'on croit que ce qu'on fait est bien fait. Au sens de la qualité, au sens de la finalisation du process. J'ai aussi investi dans les secteurs de l'audiovisuel en produisant des émissions de télévision. Et j'ai ensuite investi aussi en ayant la chance de gagner, dans le cadre de la libéralisation de l'audiovisuel au Maroc, la plus grande radio privée marocaine. Le premier grand réseau de radio, avec une radio généraliste nationale. C'est énormément de boulot. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on est dans un marché émergent. J'aurais pu investir dans des produits industriels quelconques. Mais dans ces univers que je partage avec vous, pour moi, une cohérence majeure, c'est qu'on contribue d'une certaine manière
à la maturité de la société, aux transformations de la société, à la transmission de valeurs positives, de tolérance, d'ouverture et de dynamisme et de modernité qui font qu'une société émergente comme le Maroc, qui est, allez, l'Occident de l'Orient, on est à l'autre bout de la Méditerranée, qui est la pointe nord de l'Afrique, à la proximité de l'Europe, la porte d'entrée de l'Europe vers l'Afrique, Casablanca, la porte d'entrée de l'Occident vers le monde arabo-musulman. Lorsqu'on est dans cette position, on a envie d'une certaine manière d'accompagner la société, et au lieu de le faire par des textes philosophiques ou par des textes littéraires, on peut aussi le faire dans des champs d'entrepreneuriat, d'entreprise, où on se rend compte de la valeur perçue par les citoyens, par les bénéficiaires, par les clients, entre guillemets, de l'ensemble de ces activités. Voilà. D'abord, j'ai envie de dire que on ne peut jamais être un entrepreneur préfabriqué. C'est juste passer le message que si on n'est pas entrepreneur, ça ne veut pas dire qu'on ne réussit pas, mais ne nous forçons pas à être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est déjà avoir en soi une volonté, une graine qui va se réveiller, s'activer un jour. Je ne sais pas sous quelle forme et à quel moment, et on se dit, j'y crois, j'ai un projet, je vais faire quelque chose et je vais aller jusqu'au bout. Et ça se passe, il n'y a pas d'âge. Alors quand on est jeune étudiant, j'ai une recommandation très pragmatique. C'est de dire, prenez conscience qu'il y a plein d'entrepreneurs qui réussissent et qui n'ont jamais fait d'études. Quelle est la spécificité de ces gens-là? C'est que s'ils n'ont pas fait d'études, qu'ils ont réussi en tant qu'entrepreneurs, c'est qu'ils avaient un côté taureau, bélier, je ne fais pas allusion à l'horoscope, mais je veux dire un côté fonceur, un côté un peu marcheur sur les autres, pas sur les humains, mais marcheur sur les mécanismes, sur des broussailleurs. Un entrepreneur, c'est d'abord quelqu'un qui défonce les portes, qui ose passer par la fenêtre, qui ose démystifier les mythes qu'on lui crée dans la société. Ah, vous savez, ça c'est très délicat. Ah, mais c'est très difficile. Hein? À partir du moment où on vous dit que c'est difficile, mettez des filtres. N'écoutez pas, parce que la difficulté pour vous n'est pas la difficulté pour les autres. Parce que la manière dont vous allez voir le sujet ne sera pas la même que celle des autres. Lorsqu'on est étudiant, on a des avantages. Les avantages, c'est de pouvoir rationaliser tout ça. C'est de pouvoir utiliser des matrices et des mappings pour analyser, structurer. Mais ne vous enfermez pas dans vos PowerPoint. Ne vous enfermez pas dans vos études elles-mêmes. Vous imaginez si les gynécologues obstétriciens devaient passer leur vie à faire des études, ils ne pourraient pas aider les femmes à accoucher d'enfants. Non, soyez plutôt des accoucheurs que des enseignants de gynécologie. Je crois que ce qui est essentiel, c'est l'acte de faire accoucher. Ce n'est pas le fait que j'ai fait des études. C'est pour ça qu'une femme qui se trouve quelque part en difficulté va trouver quelqu'un qui va l'aider à accoucher même s'il n'est pas gynécologue. Et voilà, il n'a pas fait d'études, c'est notre entrepreneur qui n'a pas été à l'école. Ce que je veux dire, c'est que c'est le passage à l'acte qui est fondamental. Quel est le risque? Le risque, d'abord, le regard de l'environnement et de la société. Le risque, c'est, quand on est entrepreneur, c'est qu'on est fondamentalement atypique par rapport aux grandes tendances et à la majorité de la population. Il faut simplement admettre qu'on est différent. Il faut simplement admettre qu'on est différent, et parce qu'on est différent, on doit aller jusqu'au bout. Le seul risque qu'il y a, c'est celui de l'échec. Donc la vraie question, c'est de dire, suis-je capable d'assumer un échec? On n'est jamais à l'abri de l'échec, quel que soit votre âge, votre expérience. L'échec est une menace pour tout le monde. Et la vraie question, c'est dois-je accepter l'échec d'être viré par mon patron, ou dois-je accepter l'échec d'être allé au combat et de ne pas avoir gagné une bataille? Et si on admet ça, je peux vous garantir que si on relativise l'échec et on convertit l'échec en possibilité d'opportunité, on n'est pas simplement l'entrepreneur, on devient un terrible serial entrepreneur. Alors moi j'ai envie de dire tout simplement que
j'aime entreprendre. Et j'aime entreprendre parce que je trouve dans le champ de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, une dimension humaine, des relations humaines, des challenges quotidiens qui font que tous les jours, je donne de l'enthousiasme aux autres et quelle que soit la situation, ils vous le renvoient. Et en me renvoyant l'enthousiasme, j'ai une seule responsabilité. C'est de maintenir le cap de ce que je peux construire dans l'avenir. Et je n'ai pas le droit de laisser l'innovation me dépasser. Je suis arrivé à un stade où j'ai compris en tant qu'entrepreneur que je ne peux continuer à générer des idées nouvelles que si je confie mes entreprises en termes de direction générale à des gens qui ont au moins 15 ans d'âge de moins que moi et qui sont capables d'être des vrais leaders dans les organisations pour me permettre de réaliser encore des projets plus fous. Je vous en souhaite autant.